Nouvelle édition de Défense et chaque semaine, vous aurez un dossier, un focus sur l'actualité, un dossier de la rédaction dans Défense. Et cette semaine, eh bien, elle sera consacrée aux soldats post-trauma et ceux qui malheureusement ont été obligés, finalement contraints pour eux-mêmes, par eux-mêmes, de se suicider. D'abord ce reportage, ils ont tous été blessés, physiquement ou moralement, soldats, policiers ou agents des forces de sécurité. Nous les avons tous suivis en vacances, le temps de faire une pause dans leur quotidien. Reportage, Nicole Sedek pour Défense, et on la retrouve juste après. Sur les eaux cristallines de Chypre, quelques 200 soldats israéliens bénéficient d'une pause dont ils avaient tellement besoin. 10h30, c'est le moment de se détendre pour rassembler tout le monde et respirer ensemble et dire d'accord, amusons-nous, et jusqu'à ce que nous nous retournions à la prochaine session de rééducation. C'est ce que nous faisons ici. Et derrière ces sourires insouciants et aux mouvements de danse impeccables, chacun de ces soldats a subi des blessures qui ont changé leur vie. J'avais besoin de réapprendre à marcher, d'apprendre à utiliser mon bras droit, écrire, à couper avec des ciseaux. Comment vivre avec une blessure grave? Quelque chose à laquelle tout le monde pendant ce voyage doit s'appliquer à faire. Un objectif majeur de l'organisation Belev Echad, un cœur en français. Je pense qu'ensemble, ils peuvent apprendre ce que signifie être un soldat blessé, poser des questions à tout le monde et obtenir de vraies réponses. L'organisation a été fondée depuis des années, mais cette année, le besoin a plus que doublé. Avant le 7 octobre, nous étions 418. Aujourd'hui, nous sommes 1015. Et ça ne s'arrête pas. Nous allons tout le temps à l'hôpital pour voir de plus en plus de soldats qui reviennent du champ de bataille. Les soldats nouvellement blessés sont capables de voir un chemin à suivre par des frères d'armes qui comprennent leurs blessures. Dans ma chambre, j'étais avec 3 personnes, une blessée en 2017, une blessée en 2015 et une autre en 2018. Certains dans des accidents à l'entraînement, des opérations d'arrestation au Judée-Samarie. Et vous pouvez vraiment voir les différences entre cette génération de soldats blessés pendant cette guerre et ceux blessés pendant d'autres guerres. Comme Ophir qui a été blessé en 2022 alors qu'il était en chemin vers sa base dans la vallée du Jourdain. Sur notre chemin, 5 terroristes nous ont tendu une embuscade. Ils ont essayé d'enflammer le bus avec de l'essence. Et quand ça n'a pas marché, ils ont commencé à tirer. J'étais assis à l'avant du bus et on m'a tiré dessus 3 fois. Le conducteur a également été touché. Quand j'ai été blessé, je pensais que j'étais spécial, je pensais que j'étais le seul à vivre ces choses-là et je me sentais désespéré. Jusqu'à ce qu'il rencontre les membres de l'association Belev Echad. Il y a tellement de choses à dire sur Belev Echad, mais ils m'aident comme personne d'autre. Ils m'ont vu quand personne d'autre ne l'a fait et je crois que tant d'autres soldats ressentent la même chose. Ils ont changé ma vie. Aujourd'hui, c'est lui qui aide les autres. C'est significatif quand je vois les nouveaux soldats qui arrivent, quand je vois les nouveaux soldats blessés, quand je peux les aider ou leur expliquer le processus de rééducation et les encourager à faire ce qu'ils doivent faire. C'est donc la chose la plus significative que je puisse faire et aussi m'aider. Nous sommes tous jeunes, nous sommes tous des soldats blessés. Nous avons tous traversé des traumatismes à travers des moments difficiles et nous sommes essentiellement là, les uns pour les autres. Peu importe si vous avez été blessé en 2006 au Liban, ou en 2014 à Gaza, ou en 2024 à Gaza. Le sentiment de connexion les uns avec les autres se ressent dans tous les aspects de l'organisation. Les directeurs ont eux-mêmes été blessés en opération militaire. Pour moi, l'organisation Belev Echad, il m'appelle d'ailleurs monsieur le directeur, mais je dis avant tout que cette organisation m'a sauvé. Cela a sauvé Raz, parce qu'après la blessure, j'étais commandant dans l'armée. Et après cette blessure, j'avais l'impression d'avoir tout perdu dans ce monde. J'avais perdu le sens de la vie aussi. Je ne pouvais parler avec personne. Et je pense que c'est ça qui me donne l'opportunité d'aider un autre soldat. C'est comme par magie. Aujourd'hui, je sors de la maison parce que quelqu'un a besoin de moi.
Malgré la douleur qu'ils ont subie, la grande majorité dit qu'ils le feraient à nouveau sans hésiter pour l'État d'Israël. Je veux pouvoir remercier quelqu'un pour le droit de faire ce que j'ai fait. Avoir des convictions aussi fortes qui m'ont amené à prendre la décision de risquer ma vie pour une vision du sionisme, de l'État d'Israël, pour mes amis et pour mes soldats. C'est vraiment un droit incroyable. Ce voyage, une chance de réfléchir, de se reconnecter et de profiter de cette deuxième chance de vivre. Et elle est de retour, Nicole Tzedek. Merci d'être avec nous. D'abord, est-ce que pour vous c'est une réponse, ce reportage, aux anti-israéliens et ceux qui appellent au boycott des soldats israéliens? Je pense que les voir, les entendre, quiconque souhaite boycotter ces individus si braves et si puissants, écoutez-les eux-mêmes. Il n'y a pas un gramme de haine en eux. La haine, c'est ce que les gens essaient de leur envoyer et n'existe pas chez eux. Et c'est ce qu'ils essaient de faire loin de BDS et de tant de gens qui sont contre la guerre juste pour laquelle ils se battent, pour laquelle ils risquent leur vie. Beaucoup d'entre eux ont une nouvelle occasion dans la vie et ils le font pour Israël. Et même si certains ne sont pas d'accord, pas de problème. Nous n'avons pas de haine pour eux et nous continuerons à nous battre pour l'État d'Israël. Voilà ce qu'ils disent. Vous êtes arrivé des États-Unis il y a quelques mois. Quand on est projeté dans un monde comme celui-ci, le 7 octobre, et la vie de ces soldats qui sont blessés de guerre, ce sont des mutilés de guerre, vous vous ressentez comment après ce reportage ? Je dois vous dire, Mathias, l'une des choses qu'un de ces jeunes hommes avec qui j'ai parlé, qui a été blessé le 7 octobre sur sa base, et nous parlions et partagions une histoire, et il m'a demandé où vous étiez le 7 octobre, et je lui ai dit que j'ai travaillé chez I24 et qu'on était dans les communautés du kibbutz le 7, le 8, le 9, le 10. Il m'a regardé et il m'a dit: comment ça va? Ça va après ça? Vous vous sentez bien? C'est un homme qui a été hospitalisé depuis 4 mois. Il a dû réapprendre à marcher, à revivre. Un homme de 23 ans qui me demande si je vais bien. C'est ça la mentalité. C'est ça que j'ai appris de tous ces gens. Alors vraiment, après avoir été auprès d'eux, c'est une inspiration que de voir la force, l'empathie qu'ils ont les uns pour les autres. Merci Nicole Tzedek d'avoir été avec nous. Et mes deux invités, Daniel Brahmi, vous êtes psychologue clinicien et également scolaire dans les écoles. Et Shani Guidalia, merci d'être avec nous. Shani, on aimerait revenir avec vous sur l'un aussi des faits d'actualité. Ça concerne aussi les post-traumas. Malheureusement, un soldat qui avait été appelé à Gaza, encore une fois à servir, s'est donné la mort. Il ne voulait pas y aller. Et il est considéré par le ministère de la Défense désormais comme un soldat étant mort sur le combat, au combat. Oui, Mathias, il s'appelait Eliran Mizrahi et il avait 40 ans et il venait de Ma'ale Adumim. Alors, dès le 7 octobre, il servait comme réserviste. Il a d'abord aidé à évacuer les corps des personnes assassinées au festival Nova et puis ensuite il a été envoyé à Gaza où il a servi dans le génie militaire. Il a même été blessé à Gaza. Pourtant, il a décidé de rester sur le champ de bataille, de continuer à combattre. Après 6 mois sur le champ de bataille, il est retourné chez lui. On lui a diagnostiqué à ce moment-là un syndrome de stress post-traumatique, sauf que peu de temps après, il a reçu un autre tsav shmona, un autre ordre de mobilisation pour retourner combattre à Gaza. Il a eu donc une réunion avec son commandant et un autre soldat pour justement se préparer aux missions qu'il devait effectuer. Sauf que le jour même, après cette réunion, il a décidé de mettre fin à ses jours. Il laisse derrière lui une femme et 4 enfants. Alors, d'abord, la famille s'est battue pendant plusieurs jours pour qu'il soit reconnu comme soldat étant tombé au combat. Mais tous les appels ont reçu une réponse négative. Et puis ensuite, après enquête, eh bien, c'est le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef d'état-major Herzi Halevi eux-mêmes qui ont décidé de changer son statut. Ils ont affirmé que cette réunion s'inscrit dans le cadre de son service de réserve, même si ça ne faisait pas partie d'une activité opérationnelle, parce que justement c'était pour se préparer aux missions suivantes. Et donc il a réussi à être considéré comme soldat tombé au combat et il a eu une sépulture militaire. Il a été enterré au Mont Herzl.
Est-ce qu'on a les chiffres de ceux qui souffrent, des soldats qui souffrent de post-trauma ou malheureusement des cas de suicide? Oui, des chiffres assez inquiétants. Depuis le début de la guerre, il y a 30 000 soldats qui se sont adressés au centre de santé mentale de Tsahal. Plus de 200 ont été libérés de leurs obligations militaires en raison de leur santé mentale. Un chiffre encore plus inquiétant, il y a 85% des combattants qui avaient besoin d'un traitement de santé mentale sont retournés au combat. Et malheureusement, énormément de suicides, puisque depuis le début de la guerre, plus de 10 soldats et officiers ont décidé de mettre fin à leur jour. En général, la plupart des cas de suicide dans l'armée concernent des soldats en début de carrière qui sont assez jeunes, mais même sur ce point, la guerre, elle a eu un effet dévastateur, puisque aujourd'hui, l'armée doit faire face à des soldats ou des réservistes qui se suicident et qui sont âgés de 30 voire 40 ans, ce qui est assez inquiétant, et les chiffres peuvent et vont évoluer. Augmenter malheureusement. Merci Chani. Je me tourne vers le spécialiste, Dr Brahmi. C'est insupportable d'entendre ces chiffres. C'est tout simplement insupportable. Avant même de vous dire ça, je voulais vous dire quelque chose d'important et qui représente un petit peu toute la population, pas seulement les soldats. Vous vous souvenez, 3 jours, 4 jours après, le 7 octobre, on s'était rencontrés. C'est vrai. Et aujourd'hui, 9 mois après, on se rencontre de nouveau pour parler des mêmes choses et voire pire. Et justement sur ce sujet, le jour de l'émission, j'ai pleuré parce que c'était le 7 octobre. Et là, à l'évocation de ce que disaient à l'instant Nicole et Chani, j'ai envie de pleurer, mais ça sort plus. Ça ne sort plus pour une raison, c'est que on s'habitue, malheureusement, on s'habitue à cette situation-là. On s'habitue à ce qui se passe, on essaye de vivre avec. Et c'est de plus en plus difficile. Et ce que je voulais dire, c'est que finalement, si on en reparle encore, c'est qu'il y a le traumatisme de ces gens-là, des militaires, le traumatisme de leur famille, le traumatisme des otages, des déplacés, etc. Mais il y a le traumatisme de toute une population. Les gens me disent, quand je les rencontre, on veut vivre parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. 9 mois après, on se retrouve dans la même chose. Puisque vous parlez de pleurs, je suis quelqu'un qui ne pleure pas, ou pratiquement jamais. Lorsque j'ai vu Noah Gamani rencontrer sa mère, j'ai pleuré. Et là, ça me revient de nouveau. J'ai pleuré parce que j'ai senti que c'était quelque chose qui regroupait tout le peuple dans ce traumatisme, qui est un traumatisme personnel, un traumatisme familial, un traumatisme au niveau du couple, mais un traumatisme de toute la population, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. On peut dire que, sans faire de généralité, que la population israélienne est en situation de post-trauma? Je le pense. Personnellement, je le pense. Vous savez, le post-trauma, c'est comme tout, c'est comme l'autisme. Il y a le post-trauma très lourd, de ce qu'on a vu là, les gens qui ont perdu des familles, les gens qui ont été blessés, etc. Puis il y a le post-trauma de ceux qui sont un petit peu loin. Il y a des cercles comme ça. Il y a ceux qui sont un petit peu plus loin, qui n'ont heureusement pas été touchés, mais qui vivent ce trauma, parce qu'on l'entend. Et vous savez, je vois énormément de gens avec qui je parle. Vous avez 2 modes de façon de réagir à ce trauma. Vous avez ceux qui y sont constamment, qui regardent la télé toute la journée, qui regardent qui entendent la radio, qui parlent de ça, etc. Puis vous avez ceux qui font un déni total, comme si ça n'existait pas. On ne regarde pas la télé, on n'écoute pas trop la radio, on continue à vivre, on va au cinéma, on sort. Mais par contre, quand vous parlez avec ces gens-là, vous apercevez que le trauma, il est là. C'est pas des bombes à retardement? Ça peut être une bombe à retardement. Vous savez, on appelle ça souvent en psychologie la blessure invisible. Elle est là, la blessure, chez tous d'entre nous, mais elle est invisible. Alors certains la montrent, ils pleurent, ils font des manifestations, ils font tout ce que vous voulez, d'autres la gardent pour eux. Ça peut être un retardement, ça peut être une façon de se défendre contre l'angoisse. Vous me disiez hors antenne que votre petit-fils sert, oui. Et il est rentré. Il est rentré. Il a passé. Notre petit-fils était le 7 octobre un des premiers à être rentré là-bas. Je ne vous dis pas ce qu'il a plus ou moins raconté de ce qu'il a vu là-bas, je crois. Vous le savez encore mieux que moi. Mais c'était ma question, justement. Est-ce qu'il a raconté à son grand-père, dont il sait pertinemment que son grand-père est spécialiste de la matière? Il a raconté des petites bribes. C'était horrible, c'était pas beau, c'était pas bien. On a vu des choses horribles. Mais les petits détails qui sont là, dans sa tête, il ne les a pas racontés. Et ce qui s'est passé, je peux vous le raconter, c'est quelque chose de personnel. Il y a 2 ou 3 semaines, il était avec son groupe Givati, dans un des immeubles à Rafah, et ils se sont reposés, chacun était dans une chambre modèle, et à un moment donné, il a voulu aller, je pense, aux toilettes,
Et il ne s'est pas passé une minute sans qu'un missile ne tombe sur son lit. Il a même dit sur mon oreiller. Il a été plus que traumatisé, déjà traumatisé par ses amis qui sont tombés au combat, 4, en même temps que lui dans les 2-3 jours qui précédaient. Et ce moment-là l'a complètement traumatisé. Et j'ai parlé avec lui, là, il y a quelques jours. Il me dit, on n'a pas le choix. J'ai vu mes copains tomber, mais il faut continuer. Les problèmes, on les réglera plus tard. Et ce qu'il me dit, j'aime bien ce mot parce que je l'ai traduit en français, je gère. Mais dans ma tête, il ne gère pas. Mais il gère quand même. Et il fait tout ce qu'il peut pour revivre d'un monde à un autre. Vous savez, ce qu'on a vu tout à l'heure là-bas, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Tous ces gens qu'on a vus là se sont trouvés dans un monde de bombes, un monde de malheur, un monde de guerre, un monde de mort, etc. Et tout d'un coup, avec tout ce qu'ils ont souffert, ce qu'ils souffrent encore, parce que certains ont perdu leurs jambes, leurs bras, etc., il y a un traumatisme physique et mental, tout d'un coup, ils se retrouvent dans un monde qui a l'air d'un autre monde. Ils sont dans un autre monde. On les a vus danser, comme ce qui s'était passé à Nova. Ils ont revécu. Justement, docteur, l'un des chanteurs que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Avichai Hollander, dit dans une de ses chansons, en hébreu, « Resissim pagobago velo maneshama ». C'est-à-dire les débris ont impacté, non pas le corps, mais l'âme. Et comment on fait quand quelqu'un justement n'est pas impacté? On ne voit pas qu'il est impacté. Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a là ce qu'on appelle la blessure invisible. Il y en a qu'on voit. Quand vous voyez quelqu'un qui a perdu sa jambe, vous avez tendance à être empathique avec lui, à comprendre ce qui se passe. Même si, à mon avis, on ne comprend pas les 50% de ce qui se passe dans la tête de celui qui a vécu ces moments-là. Mais il y a ceux qui ont été touchés moralement. Et cela, c'est beaucoup plus difficile à les retrouver parce qu'encore une fois, ce sont des gens qui me disent « je gère, je m'arrange, je vais trouver une solution, etc. » Mais ces gens-là aussi souffrent. Et d'ailleurs, dans les traitements dont vous avez parlé, ce n'est pas seulement ceux qui ont été blessés, c'est aussi ceux qui ont été blessés dans leur mental. Très très rapidement, Nicole Sedek, est-ce que lorsque vous étiez face aux soldats, vous avez vu certains qui ne voulaient pas parler, qui étaient complètement à l'écart? Ce qui est si particulier avec Belev Echad et le voyage qu'ils ont fait, parce que parfois c'est difficile pour ces soldats blessés, des gens post-traumatiques, de s'ouvrir même devant des professionnels ou des thérapeutes. Mais ils s'ouvrent facilement avec leurs pairs, leurs camarades, des gens qui les comprennent, des gens qui ont vu les choses de leurs propres yeux et l'ont vécu. Et donc à Chypre, voir quelqu'un qui est plus réservé qu'eux, je regarde de loin et je vois qu'après 3 jours où on a été là-bas, ils parlaient avec leurs camarades de chambre. Ils ne s'ouvraient pas autant sur leur histoire personnelle, mais en écoutant les autres, savoir comment ils avancent et voir ce léger changement, c'est vraiment très puissant. Et en particulier, cette organisation qui met les gens avec les mêmes blessures ensemble pour leur montrer qu'on peut aller de l'avant, qu'il y a un moyen de surmonter les blessures et de regarder les autres qui ont vécu les mêmes choses que vous. Merci, Nicole. Ça sera sans doute ma dernière question, docteur Brahmi. J'aimerais revenir sur ce qu'a dit justement Chani à l'instant, il y a quelques minutes. Ce soldat, pourquoi c'était si important que l'armée israélienne le reconnaisse comme un soldat étant mort sur le combat et non pas comme quelqu'un qui s'est suicidé? Je crois que la réponse est très simple. Ce garçon, cet homme, était un soldat. Il s'est battu en tant que soldat pour son pays, pour sa famille, pour tout ce que vous voulez, pour les groupes dans lesquels il vivait. Il est revenu, donc il a accompli ce qu'il devait accomplir. Il revient chez lui. Il passe, comme je dis tout à l'heure, d'un milieu de guerre, de terreur, à un milieu qui redevient plus ou moins normal. Et tout d'un coup, on lui demande de revenir là où il était. C'est comme si on vous a jeté dans un trou, on vous récupère et tout d'un coup on vous rejette dans le trou. Donc la blessure, la crainte, la peur, la terreur est démultipliée. Et donc ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'il n'a pas pu le supporter. D'ailleurs, elle l'a dit, on connaît les suicides des gens qui ont été post-traumatiques. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était important qu'il soit reconnu comme un soldat, parce que c'est un soldat. Merci beaucoup, docteur Brahmi. C'est pour moi aussi un pansement de vous avoir ici, parce que vous apaisez aussi, moi personnellement. Merci, docteur Brahmi. Merci à vous de m'avoir invité.
Pour clore cette partie de défense, j'ai demandé au Rav Daniel Be'eri, le directeur de l'école Amit Garçon à Ma'ale Adumim, de nous rejoindre. Généralement, nous ne parlons pas d'éducation dans défense, mais là, c'était important pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce devoir d'expliquer aux plus jeunes ce qui s'est passé. L'école Ma'ale Adumim Garçon a connu coup sur coup. D'abord, un professeur principal qui tombe au combat et, quelques jours plus tard, un ancien élève de l'école. Bonjour, Rav Daniel Be'eri. D'abord, est-ce que vous avez un devoir d'expliquer cette situation de post-trauma? Shalom. Shalom. Oui, d'abord, prions pour de bonnes nouvelles pour le peuple d'Israël. Parce que vraiment, nous sommes une école qui, ces 2 dernières semaines, a reçu 2 coups très très durs. Nous avons perdu un enseignant, éducateur ici à l'école depuis de longues années. Un camarade très cher, une personne très très spéciale, et aussi un ancien élève qui était aussi une personne merveilleuse, qui a étudié ici 6 ans, et ça a été 2 semaines qui sont un gros traumatisme, et il va falloir le traiter. Oui. C'est aussi parler du traumatisme, être conscient de ces cercles de blessures. Vous comprenez, quand vous perdez quelqu'un de votre équipe et aussi un élève, vous êtes vous-même traumatisé et il faut en même temps gérer ce traumatisme. En fait, vous avez 2 casquettes, celle d'une personne qui doit gérer tout cela et aussi s'occuper de l'équipe qui est elle-même traumatisée. Alors justement, vous êtes vous-même touché individuellement par ces pertes. Comment on garde le costume de directeur et en même temps d'être sentimentalement, personnellement touché? En fait, ce qui est de la blessure personnelle, cela demande un temps spécial à certains instants, surtout quand je suis seul ou avec mes collègues proches. Mais quand je ne suis pas seul ou avec mon équipe restreinte, eh bien je gère les choses sans laisser de la place à cela. Je ne me laisse pas de place, sauf quand c'est possible. J'appelle le rabbin de ma ville, à Ma'ale Adumim. Il m'a donné des conseils de pleurer dans ma chambre et d'être fort à l'extérieur. Et en fin de compte, nos élèves sont tombés, et Elon aussi, et Elon et Yakir sont morts. Ils ont été tués au combat alors qu'ils étaient des héros. L'héroïsme donne aussi une force pour guérir le trauma. Quand vous savez qu'une personne a été tuée alors qu'elle était volontaire pour se battre pour le peuple d'Israël, c'est une consolation. Comment on explique à un enfant, puisqu'il faut dire que l'école Amit Garçon de Ma'ale Adumim, c'est de 12 ans plus ou moins jusqu'à 18 ans. Comment on explique à un garçon de 12 ans que son professeur ne reviendra pas cette situation de post-trauma? Ce qui se passe, c'est qu'avec un tel événement, nous réunissons une équipe d'urgence qui est composée de spécialistes, psychologues, conseillères et spécialistes de thérapie. Et nous faisons cela avec eux, alors que nous amenons aussi les parents à participer au processus. Le jour où Elon a été tué, en dehors du cercle des élèves, il y avait aussi le cercle des parents d'élèves, avec lesquels nous parlons de la manière de se mesurer à ce trauma. Et en gros, ce que nous faisons, nous parlons de ce qui s'est passé, des détails concrets que les élèves doivent connaître, et ce que cela signifie. On ne peut pas l'éviter. Un enfant, même de 3 ans, quand quelque chose de semblable arrive, il doit comprendre que la personne qui était là ne reviendra pas. Et en plus, nous continuons constamment de travailler pour les aider à parler. Il faut vraiment les aider à construire quelque chose. Il y a toutes sortes de méthodes. Rabbin Daniel Be'eri, ce sera ma dernière question. L'école Amit Garçon de Ma'ale Adumim a aussi cette particularité, peut-être l'une des seules en Israël, d'avoir vu la plupart de ses professeurs partir dès le 7 octobre en période de réserve. Quasiment 80% de ses professeurs. Comment on gère ça aussi?
Moi-même, j'étais en réserve. On était 20 enseignants, 12 enseignants sur 20 étions en période de réserve à l'armée. Je crois que la chose la plus importante, c'est qu'un enseignant enseigne les valeurs. Au lieu d'en parler de manière théorique, les élèves voient que nous agissons. Et ils voient aussi l'équipe qui reste, qui prend sur elle tout ce qu'il y a à faire. Et donc, ils ont eu une grande leçon là de ce qu'est le dévouement au peuple d'Israël de notre équipe. Ceux qui sont tombés, ceux qui sont restés, ceux qui sont allés se battre, ceux qui sont restés à l'arrière. Et donc, c'est une partie de cette guerre contre ce monstrueux ennemi. Et j'espère que nous verrons la victoire bientôt, pleine et entière, le plus vite possible. Je sais que c'est une question cliché, mais nous, de notre côté, nous, hommes de médias, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous qui formez les futures générations, les nouvelles générations. Nous pouvons souhaiter tous, partout, à tous, que l'on entende de bonnes nouvelles, des consolations, des miracles, que nous voyons le retour de nos otages et que les blessés se rétablissent et qu'il y ait une consolation à toutes les familles endeuillées. Beaucoup trop de familles dans cette guerre sont endeuillées et qu'on voit la victoire pleine et entière avec le retour des otages à la maison et une victoire sur tous les ennemis, que le bien l'emporte sur le mal, ce sera la plus belle consolation. Je dois dire que j'ai vu des séquences, ça sera vraiment ma dernière question, une séquence de vos élèves avec le drapeau d'Israël qui disait au revoir à leur ancien ami. Ça aussi, c'est peut-être une sorte de remède pour panser les plaies. Toujours l'action importante, sioniste, importante, est un remède au coup. C'est ce que nous avons appris. Nous devons agir et ne pas rester passifs dans le deuil et la souffrance. Il faut agir en permanence et être fort et croître. Et je pense que c'est ça. C'est ceux qui portent le drapeau d'Israël. Cela donne beaucoup de force. Merci infiniment, Daniel Be'eri, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de l'école secondaire Amis de Garçons à Maladoumem. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette édition de Défense. Merci à toute notre équipe. On se retrouve très, très vite.